Alors, effectivement, donc la notion d'impact positif, elle est relativement récente, on va dire, dans la manière dont elle s'intègre dans les modèles des entreprises, et elle nous impose forcément à renouveler nos modèles, à les repenser, et c'est tout le sujet du coup des interventions qui vont suivre. Et on va commencer avec la question de la circularité, qui a été un peu évoquée en début de matinée. La circularité, quels sont les défis pour justement créer une industrie un peu plus circulaire? On va en parler tout de suite avec Charlotte Soulot, directrice générale France de Back Market, Emmanuelle Ledoux, directrice générale de l'Institut national de l'économie circulaire, et Alexandra Samine, Circular Economy Operations Director chez Manutan. Bonjour mesdames. Bonjour. Alors, je vous laisse prendre un petit micro chacune. Alors, merci d'être là. On va se parler effectivement circularité. Alors, Emmanuelle, on va commencer avec vous, parce que donc, circularité, économie circulaire, c'est à la fois des termes qu'on utilise beaucoup. Mais peut-être ce serait important de revenir un peu très concrètement sur la définition, et puis surtout quand on se parle d'économie circulaire, quels sont en fait les enjeux que recouvre ce terme? Alors déjà, merci infiniment pour cette invitation. Alors l'économie circulaire, vous avez raison, on en parle de plus en plus. Et souvent, un peu comme l'ESS d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on va définir en creux. C'est-à-dire, finalement, l'économie circulaire, c'est beaucoup ce que ce n'est pas. Et avant tout, ce n'est pas l'économie linéaire. L'économie linéaire étant le modèle dans lequel on vit de façon très majoritaire, 93% de l'économie mondiale. Alors l'économie linéaire, c'est on extrait, on produit, on consomme, on jette. L'économie du jetable. L'économie circulaire, l'idée c'est de sortir de ça, d'extraire beaucoup moins. Tout ce qui nous anime à la fin dans toutes nos actions, c'est que quelque part quelqu'un finisse par extraire moins de ressources qu'avant avec les actions qu'on mène. On produit, toujours mais moins et mieux. On consomme, mais là aussi moins et beaucoup mieux, idéalement. Et plutôt que de jeter, on rentre dans des logiques de boucle de circularité, réparation, reconditionnement, upcycling, remanufacturing, que sais-je. Enfin voilà, beaucoup de concepts et d'actions industrielles avant tout, mais qui permettent de faire durer la matière beaucoup plus longtemps. Donc effectivement, c'est une question de cycle et d'une chaîne de valeur qu'on va venir refermer d'une certaine manière. Exactement. Et l'enjeu, il est très très simple. Il y a des limites planétaires, je crois qu'on l'a tous compris aujourd'hui. Et bon an, mal an, il va falloir qu'on reste dedans. C'est pas une histoire de conviction, c'est pas moral, c'est pas le bien contre le mal, etc. Il faut qu'on tienne. Il faut que notre économie, il faut que notre production, notre consommation soit contenue dans le cadre existant. Et aujourd'hui, on le voit au travers de plein indicateurs du dépassement, l'étude encore remise souvent à jour des époux Meadows qui date de 72. On voit bien que notre trajectoire d'extraction, notre trajectoire de consommation de ressources, de production ne tient pas dans le cadre de ces limites. Donc l'économie circulaire, c'est se remettre dans le cadre de ces limites. Et j'ajouterai un point parce que parfois on a tendance à regarder un peu les différents pôles de la transition environnementale, chacun dans son couloir, donc la lutte contre le changement climatique, la maîtrise des ressources, la préservation de la biodiversité, alors qu'en fait tout ça est très intégré. Donc il faut sortir un peu de chacun dans son bureau. Alors je dis ça, c'est l'INEC, économie circulaire, donc c'est pas un très bon exemple, mais justement, il faut quand même qu'on réussisse à faire les liens entre ces différents sujets. Il y a quelque chose dont on est sûr aujourd'hui, nous on a beaucoup travaillé dessus au sein de l'organisme que je dirige. On ne réussira pas la décarbonation, on ne réussira pas la lutte contre le changement climatique sans une vraie maîtrise des ressources. Parce qu'aujourd'hui, toutes les trajectoires dans lesquelles on est, on ne sait pas les tenir. On est très loin du compte en termes de besoins de matériaux critiques, mais ça, on va en reparler. Dès lors qu'on veut électrifier, ça va nécessiter des ressources. L'usage de la biomasse, on parlait agriculture juste avant, pareil, on va avoir des sujets d'allocation. Donc on a un vrai besoin d'accélérer en matière de circularité si on veut réussir à lutter contre les dérèglement climatique. Alors effectivement, pour y arriver, il faut que chacun s'implique et les entreprises aujourd'hui, du coup, développent différents modèles qui incluent cette notion de circularité. Alors Alexandra, je vais continuer avec vous. Donc Manutan, c'est une entreprise qui a bientôt 60 ans, je me trompe, bientôt, presque votre anniversaire. Et vous êtes un leader de la distribution d'équipements pour les entreprises et les collectivités. Et vous avez décidé, du coup, d'intégrer une offre de produits recyclés et de seconde main dans votre catalogue. Alors déjà,
pourquoi ce choix, même si on se doute bien qu'il y a un enjeu d'engagement qu'on vient d'évoquer, mais aussi, est-ce que ça change beaucoup de choses, au final, de distribuer des produits neufs, de passer d'une distribution seule de produits neufs à une distribution de produits reconditionnés? Alors, comme vous le dites, donc les deux parties de la réponse vont venir assez naturellement. Alors, comme vous le dites, nous, on est un distributeur. Quand on regarde notre impact, 90% de nos émissions de CO2, c'est le scope 3, donc c'est les produits qu'on distribue. Donc une fois qu'on a dit ça, c'est entre guillemets un peu plier le game de quel est le levier qu'on va devoir activer pour atteindre notre neutralité carbone en 2050. Donc c'est effectivement le premier levier sur lequel on travaille. Il y a différentes initiatives au sein du groupe, mais l'économie circulaire est un peu le fer de lance. Et s'ajoute à ça une vraie demande de nos clients. Aujourd'hui, nos clients, c'est à la fois des entreprises et le secteur public. Donc, concernant les motivations du secteur public, je pense qu'Emmanuel pourrait parler en long, en large, en travers de l'article 58 de la loi AGEC qui concerne la commande publique et qui impose un certain pourcentage de produits de seconde main. Et il y a aussi une appétence par rapport à nos clients entreprises privées, que ce soit pour des raisons économiques, que ce soit pour des raisons d'image, de marque employeur, etc. Donc ça, c'est le pourquoi. Et l'impact que ça a aujourd'hui, parce qu'effectivement, on peut se dire, bon, vous distribuez des produits de seconde main, ça fait 60 ans que vous distribuez des produits neufs, kiff quoi. Alors qu'en réalité, quand on commence à mettre le doigt dedans, on se rend compte que c'est pas du tout la même chose. Parce que pour vendre un produit, il faut le référencer. Quand on référence un produit neuf, on a un fournisseur qui nous envoie plein de documentation très technique et très précise. Aujourd'hui, on doit référencer un produit de seconde main. Je le reçois concrètement en entrepôt. On le regarde et on le décortique pour avoir toutes ces caractéristiques. Pareil, la gestion des appros. Quand on est un distributeur, on n'a plus de stock, on passe une commande à notre fournisseur qui, très gentiment, nous renvoie du stock. Aujourd'hui, moi, quand j'ai plus une référence, il n'y a plus. Ça, c'est des sujets, je pourrais en parler pendant des heures, des impacts très supply. Il y a aussi des sujets qui sont en cours de construction parce qu'on construit un nouveau modèle pour un distributeur autour du client. Qu'est-ce que ça veut dire chercher et acheter un produit de seconde main pour un client? Quelles sont ses attentes? Quel est son niveau d'exigence? Potentiellement, ce n'est pas le même niveau d'exigence quand un client veut acheter un bureau qu'il va mettre à disposition de ses collaborateurs, où là, il y a un niveau d'exigence et un degré qui est très élevé, parce que ça joue sur la marque employeur, versus quand je vais vouloir acheter, par exemple, des vestiaires pour mettre dans une usine ou dans une base vie, où là, pour le coup, je vais plutôt acheter une fonctionnalité plutôt que des critères esthétiques. C'est plein de choses comme ça qu'on commence à mettre en place. On s'est posé des questions, et là, je me tourne vers ma collègue côté back market. On s'est posé la question sur la notion de grade. Aujourd'hui, nous, la promesse Manutan, quand on achète un article de seconde vie, c'est quelque chose de 100% fonctionnel, pouvant présenter des traces d'usage. On n'a pas été sur la partie, ce que nous on appelle les grades commerciaux, excellent état moyen, état correct, pour différentes raisons, parce que déjà on teste des choses, et aussi pour des raisons de simplicité logistique. Donc effectivement, il y a des sujets qui peuvent se croiser avec Back Market, même si du coup, Back Market, vous êtes un acteur grand public, la consommation B2C. Vous êtes arrivé il y a 10 ans maintenant, du coup, Back Market a été construit il y a 10 ans, des beaux anniversaires, ces années-là. Et à un moment où la pratique de l'achat même de reconditionnés était finalement assez peu commune, comment est-ce qu'on installe un nouveau mode de consommation auprès du grand public ? Oui, tout à fait. Il y a 10 ans, le mot reconditionné, ça n'existait pas dans le paysage de la consommation. Et pourtant, en 10 ans, la Back Market a su séduire 15 millions de clients, quand même, s'installer dans 18 pays et maintenant génère un volume d'affaires de plus de 2 milliards d'euros. Donc, comment on en est arrivé là, vous allez me demander. Déjà, avec une promesse hyper simple qui parle aux gens. La promesse, c'est de pouvoir s'équiper en produits électroniques, donc à qualité équivalente au neuf, mais tout en étant meilleur pour la planète et le portefeuille. Et donc ça parle vraiment aux consommateurs. Ensuite, pour créer un peu la catégorie, nous on a choisi le modèle de marketplace pour aller assez vite, pour scaler très rapidement.
Donc on a embarqué des marchands avec nous qui nous ont permis d'avoir une offre très large assez rapidement et de devenir du coup le supermarché incontournable du reconditionné en France sur les produits électroniques. Donc aujourd'hui, on vend bien sûr des smartphones, c'est pour ça qu'on est assez connu, mais aussi des ordinateurs, des tablettes, de l'audio, des consoles, etc. Vous pouvez vous équiper assez largement du coup en électronique. Et on a 1700 marchands sur la plateforme, dont 700 français. Mais avoir une offre large, ça ne suffit pas. Il faut aussi créer, tu en parlais tout à l'heure, la confiance pour les clients. Et créer la confiance, c'est se mettre au standard d'exigence du neuf. C'est déjà, donc nous, on a une sélection drastique des marchands qui accèdent à la plateforme. On en onboard que 1 sur 3 qui se présente à nous. Ensuite, on a beaucoup de monitoring de la qualité de ces marchands. On fait des audits, on fait des commandes mystères. On a un lab d'expertise pour expertiser leurs produits. Et puis, on adosse aussi à ces ventes de produits toute une palette de services que vous allez retrouver dans le neuf. C'est ça aussi qui fait qu'on démocratise une catégorie. Donc, par exemple, aujourd'hui, vous pouvez acheter un équipement sur le site, mais aussi avec de l'assurance, du forfait pour le téléphone. Vous pouvez vous équiper avec une nouvelle batterie si vous le souhaitez. Demander un remplacement express en cas de problème. Enfin, voilà, tout un tas de choses. On a aussi un service client qui est internalisé, qui n'est pas celui des différents marchands, c'est le nôtre. Donc, tout ça, ça crée aussi la réassurance et la confiance. Et puis enfin aussi, pour émerger, je pense qu'il y a autre chose qui est important, c'est que Back Market s'est positionné d'emblée sur le marché comme une vraie marque, avec un positionnement un petit peu atypique. Pour ceux qui connaissent un peu la marque, c'est un ton très impertinent. Donc Back Market, la raison d'être, c'est vraiment l'alternative aux géants du neuf. Et donc du coup, on a pris le contre-pied de ces géants du neuf qui s'expriment peut-être parfois un peu froidement du côté un peu des machines, de la performance. Back Market, c'est l'opposé, quoi. On est du côté des humains, on fait des blagues, des jeux de mots, des références culturelles, et ça plaît aussi beaucoup aux gens. Oui, ça permet d'émerger, effectivement. Oui, tout à fait. Ouais. Mais vous soulevez du coup l'une et l'autre la question de l'expérience client, qui est importante. On voit comment chacune, l'idée est de savoir comment est-ce qu'on va garantir une expérience client qui soit quasi identique du coup à celle qu'elle peut avoir habituellement, en termes de diversité des offres, de facilité d'usage, de circuit même, de circuit de l'expérience client. Est-ce que Emmanuel, je voulais un peu avoir votre regard là-dessus, parce que est-ce qu'on peut imaginer une économie circulaire à grande échelle en garantissant toujours cette même expérience client, ou est-ce que tout l'effort qui est mis là côté entreprise ne doit pas aussi être fait un petit peu côté client en termes d'une sorte de pédagogie on n'aura peut-être pas exactement la même disponibilité, la même offre, la question de la gradation, de la dégradation, enfin tout ça c'est des éléments... Alors, moi, j'aborderais pas forcément le sujet comme ça, parce que j'ai l'impression, et ça, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire de 2020 a quand même pas mal fait le travail. La conviction chez le consommateur, chez le citoyen, aujourd'hui, elle existe, de passer au reconditionné. Et le fait que vous ayez d'ailleurs appelé cette table ronde vers une industrie plus circulaire, on voit bien que le sujet, il va pas être tant du côté de la demande que du côté de l'offre. Parce que peut-être le péché originel... si je puis dire, de cette loi AGEC, c'est une loi qui est très tournée consommateur, beaucoup de labels, beaucoup d'informations, mais derrière, ça ne dit pas exactement comment il faut qu'on organise les modèles industriels. Et ce qu'on voit, alors de façon très générale sur l'économie circulaire, pas seulement sur le sujet du reconditionné, c'est qu'on a quand même aussi beaucoup d'expérimentations réussies et parfois des difficultés de passage à l'échelle. Et effectivement, on est sur des logiques de transformation qui sont très structurelles et compliquées. Donc, pour répondre un peu plus précisément à votre question, oui, ça engage à une transformation. Acheter reconditionné, c'est acheter un produit qui existe déjà, qui n'a pas été créé presque un peu spécialement pour nous. Donc, on parlait commande publique tout à l'heure, ça veut dire de la variabilité des flux, ça veut dire qu'on peut faire évoluer potentiellement son besoin au cours de sa démarche d'achat ou de location d'ailleurs. C'est aussi ça l'économie circulaire, tout au long du process. Ça veut dire aussi... finalement, réenvisager l'ensemble du cycle de vie
du produit de façon très différente. Nous, en tant que consommateurs, je disais, l'économie linéaire, celle dans laquelle on vit, finalement, on n'en voit pas grand-chose de notre économie. Basculer vers de la circularité, ça veut dire avoir une meilleure compréhension de tout ce qui se passe. Parce qu'on va mieux suivre l'économie qui est invisible aujourd'hui pour nous, parce que l'extraction, la production, ça se passe loin. Nous, on consomme et on fait repartir nos déchets. Là, on intègre tout. Quand on reconditionne en France, on voit les reconditionneurs. Quand on produit en France, on voit la production. Donc, on est aussi dans une démarche où on peut avoir un engagement qui est significativement plus large. Mais encore une fois, je pense que la conviction, elle existe. Par contre, le basculement des modèles, il n'est pas simple. Et juste sur un point qui, à mon avis, est un peu le nerf de la guerre et qu'il va falloir qu'on accepte et on trouve des solutions d'engagement politique, c'est qu'aujourd'hui, l'économie circulaire, c'est toujours un petit peu plus cher. Ou en tout cas, on n'arrive pas à créer des modèles économiques qui soient parfaitement rentables à grande échelle quand on est sur des produits qui n'ont pas de la valeur comme peut l'avoir un iPhone 127. Donc il faut qu'on soit sur quelque chose où on puisse accompagner, parce qu'en l'état, l'économie du jetable, si c'est 93% de l'économie mondiale, c'est pas un hasard. Extraire loin, produire loin, consommer chez nous et faire repartir nos déchets, c'est encore là-dessus qu'on gagne de l'argent. Donc tout ce qu'on est en train de mettre en place collectivement, il faut accepter que ça soit des transformations qui, pour l'instant, sont un petit peu onéreuses. Quel est votre point de vue là-dessus, sur la question du coût et notamment aussi de la rentabilité de ces modèles circulaires ? Alors, Emmanuel l'a très très bien résumé. Aujourd'hui, quand on regarde même des acteurs qui sont présents, moi je suis très sur mon prisme du mobilier de bureau reconditionné, même des acteurs qui sont présents depuis une dizaine d'années sur le marché, ont déjà changé 3 fois de modèle opérationnel et de modèle économique derrière. Donc c'est quand même quelque chose qui se cherche encore. Nous, on se lance, nous on a une démonstration à faire. Manutan reste une entreprise dont le but est quand même d'être profitable. On a un temps donné pour faire cette démonstration, pour aussi tester des choses, pour accompagner nos clients. Mais effectivement, aujourd'hui, le modèle économique, il n'y a pas de vérité absolue, en fait. Il n'y a pas de vérité absolue opérationnelle, il n'y a pas de vérité absolue sur le modèle économique. Ouais, moi je pense que... On va essayer. Là ouais. Ça marche. Ouais, je crois que pour faire émerger aussi cette rentabilité, il faut faire émerger ces filières comme des vraies filières économiques à part entière. Aujourd'hui, le réemploi, pour parler de ce que je connais avec le reconditionné chez Back Market, c'est davantage vu comme une filière déchets et pas comme une filière économique à part entière. Et donc, on a besoin, pour passer à l'échelle, collectivement, de soutien politique beaucoup plus fort et de aussi lever pas mal de freins réglementaires. Un des plus gros freins qu'on a, en fait, c'est l'accès au gisement de produits. Aujourd'hui, quasiment tout part au recyclage. Alors, il y a un super boulot qui a été fait sur le recyclage, c'est bien, mais le recyclage, ça doit être la dernière étape en fait. Avant, les produits doivent pouvoir passer dans les mains de reconditionneurs pour pouvoir être vérifiés, réparés, remis en état et puis remis en vente, leur donner une nouvelle vie. Parce que quand ça part au recyclage, c'est broyé dans des énormes machines et puis on extrait un peu les matières à la fin, mais ça n'a rien à voir, c'est pas préservant quoi, en termes de qualité. Donc ça, c'est un énorme enjeu de récupérer le gisement de produits. De deux, il y a aussi des freins. Il faut faire évoluer la fiscalité sur ces marchés-là, qui aujourd'hui pèsent un petit peu injustement sur le secteur. Sur le reconditionné, on a la taxe à la copie privée, on a l'éco-contribution qui finance des bonus sur le neuf ou des collectes ou des schémas de collecte auxquels les reconditionneurs n'ont pas accès. Donc ça, c'est un peu absurde. Et il y a aussi des règles à la TVA qui ne sont pas toujours très claires. Donc on a besoin d'une loi qui soit plus stricte et lisible pour aider justement la filière à mieux émerger économiquement. Et en plus, on a un savoir-faire en France de reconditionnement. Et c'est un vrai sujet de réindustrialisation, de souveraineté économique, de création d'emplois, qui est bon aussi pour les sujets d'urgence climatique évidemment, de pouvoir d'achat des Français aussi. Donc ça, c'est un vrai sujet d'avenir. Et ensuite, pour faire le lien avec la rentabilité, nous, Back Market, là, on va annoncer la rentabilité en Europe cette année. Donc être green, tech, c'est possible. Mais il faut qu'on avance collectivement vers ce fait de faire grossir le gâteau avec le gisement de produits, l'accès au gisement de produits, quoi. Parce qu'il y a de la place pour tout le monde, il y a beaucoup d'acteurs, des gros, des petits, mais c'est ça le sujet. Et donc, si vous voulez faire un geste pour ça, commencez par ouvrir vos tiroirs. Il y a 100 millions de téléphones qui dorment dans les tiroirs des Français. Et revendez-le sur des plateformes et vous ferez de l'argent et en plus, vous ferez un geste. Donnez-le, je le répète. Ouais.
Mais parfois, le don, ça part directement au recyclage. Donc, en tout cas, c'est important que ça passe dans les mains des reconditionneurs. Merci. Il y a un enjeu de structuration, effectivement. C'est cet appel que vous faites voilà. ce matin. Merci beaucoup à toutes les trois. Merci beaucoup.